Alors, on va suivre notre cours, c'est la deuxième partie de la communication hormonale, toujours pour la glycémie. Pour l'instant, on va voir le mode de régulation de la glycémie à la suite d'une hypoglycémie. Donc, comme on a vu, hypo, ça veut dire inférieur à une valeur de 0,8 g par litre pour notre glycémie. Alors, en 1, le facteur responsable de la constance de la glycémie suite à une hypoglycémie. Une observation qui a été faite. Après une période de jeûne, l'absorption intestinale n'apporte pas de glucose au sang de la veine porte. On a une hypoglycémie. Après le passage du sang dans le foie, la glycémie devient normale dans la veine sushépatique. Les observations de Bunting et Best ont conduit à découvrir une hormone sécrétée par le pancréas appelée le glucagon, a comme effet l'augmentation de la glycémie. Alors l'expérience montre, chez un chien soumis à jeûne, on dose la glycémie et le taux de glycogène hépatique avant et après l'injection du glucagon. Et comme vous voyez sur la courbe, avant l'injection du glucagon, on avait une valeur presque constante du glycogène hépatique et une valeur presque normale de la glycémie. Juste après l'injection du glucagon, on a eu la chute du taux de glycogène hépatique et une augmentation de la glycémie qui s'approche de 2 mg par 100 ml. L'interprétation, au niveau du foie, quand le sang est hypoglycémique, les cellules hépatiques sécrètent dans leur cytoplasme la phosphorylase, enzyme qui dégrade le glycogène hépatique et libère le glucose dans le sang. Pour augmenter la glycémie, on parle de glycogénolyse. Selon la réaction suivante, C6H10O5 N fois plus NH2O, c'est une hydrolyse, ça donne N molécules de glucose. Et donc ce phénomène glycogénolyse, c'est l'inverse de ce qu'on a vu, la glycogénogenèse, qui permet la synthèse du glycogène. Conclusion, le foie donc est un régulateur de la glycémie, il apporte du glucose au sang en cas d'hypoglycémie et absorbe le glucose du sang en cas d'hyperglycémie. Le foie, les muscles et le tissu adipeux sont les effecteurs de la régulation de la glycémie. Et ça, on va le prouver par la suite. Cependant, le foie, par ses deux fonctions opposées, stockage et libération, occupe une place essentielle dans le maintien de l'homéostasie glycémique. Alors, homéostasie, ça veut dire l'équilibre. Alors, c'est le principal organe effecteur de la régulation de la glycémie. On a d'autres hormones hyperglycémiantes, ça veut dire qui vont faire monter le taux de glucose dans le sang, parmi lesquelles l'adrénaline, le cortisol, l'hormone de croissance. On va voir maintenant l'origine de la sécrétion de l'insuline et du glucagon et leur mode d'action, un petit peu d'histologie. Alors, les structures responsables de la sécrétion des hormones pancréatiques. Sur le schéma, vous voyez les acini. Alors, c'est des cellules qui vont réunies pour synthétiser le sucre pancréatique, c'est des enzymes digestives qui vont être déversées dans l'intestin par le canal pancréatique. Alors, d'autre part, on a la partie glandulaire, les îlots de Langerhans, et qui sont en lien contact avec les vaisseaux sanguins. Alors, on va utiliser une technique de coloration dite d'immunofluorescence qui consiste à localiser une molécule donnée dans un tissu en plaçant ce dernier en présence de molécules d'anticorps capables de se lier spécifiquement à cette molécule. Pour pouvoir localiser ces anticorps dans les tissus, on leur attache un pigment fluorescent qui s'illumine lorsqu'il est correctement éclairé. Ici, on va utiliser deux sortes d'anticorps, les anticorps anti-insuline liés à un pigment vert et un anticorps anti-glucagon lié à un pigment rouge. Comme vous voyez sur la photo, la coloration verte c'est au milieu, la coloration rouge c'est vers la périphérie. Donc, le pancréas est une glande à double rôle, donc on peut l'appeler amphicrine ou mixte. C'est une glande
digestives, donc exocrines, à sécrétion externe. Les cellules glandulaires formant les acinies sécrètent le sucre pancréatique contenant les enzymes digestives et les déversent dans l'intestin. C'est une glande à la fois endocrine, donc hormonale. Les îlots de Langerhans sécrètent dans le sang les hormones faisant varier le taux de glycémie, insuline et glucagon. On trouve deux types de cellules. Les cellules alpha à la périphérie qui sécrètent le glucagon et les cellules bêta au centre qui sécrètent l'insuline. Maintenant, on va voir le rôle du glucose dans l'induction de la sécrétion de l'insuline et du glucagon. L'expérience 1. Alors, après l'ingestion d'un repas riche en glucides par un individu sain, on dose le taux de glucose, de l'insuline et du glucagon dans le sang. La première courbe montre la variation de la glycémie et de l'insuline. Alors, avant le repas, comme vous remarquez, on a des valeurs constantes minimales pour les deux variables. Et juste après le repas qui est riche en glucides, on remarque que, en premier lieu, c'est la glycémie qui va monter à une valeur maximale qui dépasse les 1,25 grammes par litre, puis ça va redescendre, suivi par l'augmentation de l'insuline plasmatique. On passe à peu près de 10 micro-unités par millilitre jusqu'à peu près, on dépasse les 90 micro-unités par millilitre, puis ça redescend. L'autre courbe montre la variation de la glycémie et du glucagon, toujours avant et après le repas riche en glucides. Alors, avant le repas, la glycémie était constante à une valeur normale, dans l'intervalle entre 0,8 et 1 g par litre. Le glucagon était constant à une valeur maximale qui avoisine les 115 picogrammes par millilitre. Après le repas, la glycémie augmente, comme on a vu pour l'autre courbe, mais on remarque la diminution du glucagon jusqu'à une valeur minimale qui s'approche de 90 picogrammes par millilitre. Alors l'expérience 2, des îlots de Langerhans ont été isolés à partir du pancréas d'une souris, puis ils ont été placés dans des milieux de concentration de glucose différentes. Donc on étudie maintenant la variation du glucagon et de l'insuline en fonction de la concentration du glucose. Alors on remarque que tant que la concentration du glucose augmente, le taux d'insuline augmente et le taux de glucagon diminue. Logique parce que leur rôle est antagoniste. Alors l'expérience 3. Alors cette expérience est réalisée sur un pancréas isolé de chien. La circulation sanguine a été remplacée par la perfusion d'un liquide physiologique permettant la survie des cellules pancréatiques. On modifie à volonté la concentration en glucose de ce liquide de perfusion. Alors à 0,6 g par litre de glucose, on remarque que là, l'insuline était presque constante à 100 micro-unités par millilitre. Par contre, le glucagon, presque constant à 500 picogrammes par millilitre. Lorsqu'on a augmenté le taux de glucose à 0,8 g par litre, on remarque une augmentation du taux d'insuline, puis ça redescend, et une diminution remarquable du glucagon. On retourne à 0,7 g par litre de glucose, donc on a une diminution d'insuline et une augmentation de glucagon. On augmente encore une fois le taux de glucose dans le sang à 0,9 g par litre. On remarque également qu'il y a une augmentation de l'insuline et une diminution du glucagon. Et ça revient à la normale après avoir diminué le taux de glucose dans le liquide de perfusion. Conclusion, le glucose a des concentrations physiologiques et un puissant stimulus de la sécrétion d'insuline. Le glucose est un puissant stimulant de la biosynthèse d'insuline. Le glucose est un puissant stimulant de la croissance et de la prolifération des cellules bêta-pancréatiques, bien sûr qui sécrètent l'insuline. En ce qui concerne le mode d'action de l'insuline et du glucagon sur les cellules cibles,
Alors, l'observation par autoradiographie montre une cellule hépatique qui met en évidence le glucagon marqué par un isotope radioactif. Un résultat comparable serait obtenu avec l'insuline radioactive. Alors, les flèches en rouge montrent la position du glucagon et quand vous remarquez, normalement, c'est au niveau de la membrane cytoplasmique. Donc, forcément, il possède des récepteurs membranaires. Alors, la réception du message. Après injection de l'insuline radioactive à une souris, la radioactivité apparaît dans des cellules hépatiques, dans les cellules musculaires et dans les cellules adipeuses. Cette technique d'autoradiographie permet de localiser les molécules radioactives dans les membranes plasmiques. La traduction du message. L'hormone se fixe sur un récepteur situé sur la membrane de la cellule cible, causant l'activation d'un signal intracellulaire qui permet la modification de l'activité cellulaire, soit par l'activation ou l'inhibition d'un phénomène. C'est ce qu'on verra par la suite. Alors, par libération d'une protéine G, premier messager, qui agit sur les molécules adénylate cyclase, c'est une enzyme, en les activant, ce qui entraîne la production des molécules AMPC, ça veut dire l'AMP cyclique, considéré comme étant le deuxième messager dans la cellule cible. La réponse au message. La production de l'AMP cyclique entraîne l'activation des enzymes induisant une série de réactions. La glycogénogenèse et la lipogénèse, alors ça veut dire stockage du glucose sous forme de glycogène dans le foie ou sous forme de lipides dans le tissu adipeux, ou bien, dans le cas contraire, la glycogénolyse ou la lipolyse ou la néoglycogénèse dans le cas où il y a une hypoglycémie. Alors le schéma suivant montre une cellule hormonale glandulaire qui sécrète l'insuline. Cette hormone va circuler à travers le sang, les vaisseaux sanguins, arrivant aux cellules cibles. Rappelons que c'est soit le foie, le muscle, le tissu adipeux. Ces derniers possèdent des récepteurs spécifiques à l'insuline. Alors, une fois l'insuline fixée sur son récepteur, elle induit les différents types de messages et donc on aura la synthèse de glycogène après entrée du glucose et on va faire baisser le glucose dans le sang. Alors le schéma suivant, toujours pour la régulation, d'un côté on a les cellules alpha qui sécrètent le glucagon, se fixant sur son récepteur spécifique dans la cellule cible, créant un second messager contribue au métabolisme du glucose. Également les cellules bêta, ils vont synthétiser l'insuline, elle aussi va se fixer sur son récepteur spécifique et assurer la réponse physiologique. Donc, comme on peut voir sur ce schéma-là, si je commence par l'insuline, donc elle est synthétisée par, comme on a dit, les cellules bêta, elle va se fixer sur les cellules hépatiques, elle va faire entrer le glucose absorbé du sang, activer la glycokinase qui va phosphoryler le glucose et activer la glycogénogenèse et inhiber la glycogénolyse, ainsi pour former le glycogène hépatique. Par contre, pour le glucagon, lorsqu'il est fixé sur son récepteur au niveau des cellules hépatiques, le glucose doit être libéré dans le sang et donc c'est les réactions inverses qui vont s'opérer. C'est la glycogénolyse qui va être activée, inhibition de la glycogénogenèse, on aura le glucose 6-phosphate qui va être dépourvu de son phosphate grâce à la glycogène phosphatase et donc libération du glucose dans le sang. Alors en bilan, comme vous voyez, en cas d'hyperglycémie, la réponse serait des cellules bêta qui vont synthétiser l'insuline, ici en rose. Donc les signes moins, ça veut dire qu'il va inhiber les signes plus stimulés. Donc l'insuline va inhiber la glycogénolyse et la néoglycogénèse. Elle va activer la glycolyse et la glycogénogenèse. Alors la glycolyse qui va dégrader le glucose.
Au niveau des fibres musculaires, elle va activer la glycogénogenèse. Et au niveau des lipocytes, elle va activer la lipogénèse et inhiber la lipolyse. Alors, et pour toutes les autres cellules, nerveuses par exemple, rénales, on va avoir l'entrée du glucose qui va être utilisé par glycolyse. Et donc, on retourne à la normale. Par contre, en cas d'hypoglycémie, c'est les cellules bêta qui vont répondre. Ils synthétisent le glucagon. Il va activer au niveau des cellules hépatiques la glycogénolyse et la néoglucogénèse, donc synthèse de glucose, et inhibe la glycogénogenèse. Elle n'a pas d'action sur les fibres musculaires, ce glucagon, mais cette hormone, elle agit également sur l'activation de la lipolyse au niveau des lipocytes. Et donc, on retourne à la normale, donc une glycémie entre 0,8 et 1,2 g par litre. Pour terminer, un petit exercice QCM. Donc, vous pouvez avoir ici une ou plusieurs réponses. Donc, après une période de réflexion, je donne les résultats. Première question. Le foie est le seul organe qui, alors je signale le seul, a réalisé la néoglucogénèse? Oui. Fixe le glucose excédentaire? Pas le seul. Donc faux. Libère du glucose dans le sang? Oui. C'est le seul organe qui peut le faire. Stocke le glucose sous forme de glycogène? Ce n'est pas le seul. Deuxième question. Le pancréas sécrète l'insuline? Oui. Sécrète le glucagon? Oui. Produit le glucose en cas d'hypoglycémie? Faux. Stocke le glucose sous forme de graisse en cas d'hyperglycémie? Faux. Donc, la réponse A et B. L'insuline est une hormone lipidique? Faux. Une hormone protidique? Vrai. Une hormone hypoglycémiante? Vrai. Une hormone hyperglycémiante? Faux. Donc, on accepte B et C. Le glucagon est une enzyme pancréatique? Oui. Est une enzyme hyperglycémiante? Oui. Est sécrétée lors d'une hypoglycémie? Alors, oui. Et une hormone qui stimule la glycogénolyse au niveau du muscle? Faux. Donc, on accepte A, B et C. Les organes régulateurs de la glycémie sont le foie? Oui. Les reins? Non. Le pancréas? Oui. Alors, les muscles? En quelque sorte, parce qu'ils peuvent emmagasiner le glucose, mais ils ne peuvent pas le redonner. Donc, on accepte mieux la réponse A et la réponse C. Alors, merci pour votre attention. J'espère bien que le cours a été bien assimilé. Alors, bonne chance pour votre examen.